Vous suivez les programmes de Médien. Bienvenue dans Génération News, l'émission qui donne la parole aux jeunes conscients encore soucieux de leur avenir et de celui du continent. Dans cette première partie d'émission, nous parlerons du fardeau que peuvent porter certains jeunes africains en tant que porte-parole de leur famille. Est-ce une évidence? Vous allez le comprendre dans cette première partie d'émission. En seconde partie de Génération News, toute autre chose, nous allons nous intéresser aux proverbes africains. Et vous allez comprendre également quelle est la leçon morale qu'on peut retenir de ces proverbes africains. Génération News, c'est maintenant. Donc la présentation, justement, je commence cette phase de présentation avec toi, Safia. Merci d'être avec nous. Je rappelle juste que tu es étudiante en gouvernance territoriale et développement local. Merci d'être là. Merci, enchantée, Sirmi. Également, nous sommes avec Ablaye. Tu es journaliste. Merci d'être avec nous. Merci beaucoup, Sirmi, et bonjour aux modérateurs. Nathan, étudiant en droit. Merci d'être avec nous également. C'est toujours un plaisir. Et je finis avec notre cher ami Mohamed, étudiant en gouvernance territoriale et développement local. Bonjour Sirmi, bonjour à tous et merci pour l'invitation. Je t'en prie, porte-parole d'une famille. Est-ce un fardeau? On va le dire aujourd'hui, on va mieux le comprendre. Je commence avec toi, Safia. Est-ce que déjà, dans la culture sénégalaise, on peut accepter qu'un jeune soit porte-parole de sa famille? Merci, Sirmi. D'abord, ce thème est extrêmement important. En fait, en Afrique, plus particulièrement au Sénégal, parce que voilà, je ne sais pas sortir du Sénégal, il est plus récurrent dans une famille de voir qu'il y a les grandes personnes qui prennent la parole lors des cérémonies ou bien lors des moments où il est important de représenter la famille que les jeunes. Ou bien si ça se fait, ça ne se fait pas de la manière dont ça devait être. Par exemple, on impose aux jeunes comment il doit parler ou bien les mots qu'il est censé sortir en fait pour faire honneur entre guillemets à la famille. Nathan, tu es d'origine, toi tu es gabonais d'origine. Comment ça se passe au Gabon? Est-ce que c'est plutôt les personnes qui sont âgées qui en demandent d'être porte-parole de la famille ou bien c'est plutôt d'autres, les jeunes? Dans votre cas, ça se passe comment? Alors, au regard de cette thématique, le constat, j'ai envie de dire, il est évident parce que l'Afrique, de par sa structuration, lorsqu'on parle de la famille, est assez hiérarchisée. Généralement, c'est le patriarche qui a le mot d'ordre et les autres sont un peu là comme, je dirais comme dans un cheval de bataille en train de suivre celui qui a le leadership. Et donc, on peut constater aisément que généralement, à l'occasion de certains rassemblements, même les plus ordinaires, les jeunes n'ont généralement pas la parole. La famille est structurée de sorte que ce soit toujours les patriarches, ce soit les aînés qui aient leur mot à dire et généralement les plus petits ont tendance à subir ce qui est décidé. C'est vrai ce qu'il est en train de dire, ça c'est dans le cadre, on va dire au Gabon, mais je crois que c'est à peu près la même réalité en Afrique. Ablaye, dis-nous qu'est-ce que tu as remarqué justement? Est-ce que c'est la même chose au Sénégal, comme disait Nathan, c'est beaucoup plus le papa ou encore d'autres personnes matures, et pas les jeunes? On sait qu'il y a aussi des jeunes qui sont matures quand même. Oui, bon, mais après, c'est à relativiser. C'est une tendance, c'est vrai, assez générale si on sait que très souvent, c'est les grandes personnes qui sont en charge de faire certaines missions dans les familles. Mais pourquoi je dis que c'est à relativiser, c'est qu'on peut parfois se retrouver dans une situation où on est dans une famille où une personne, par exemple, est l'aîné, alors qu'il est, par exemple, le père est décédé ou quelque chose comme ça. Il est obligé d'assurer certaines responsabilités. Ça peut aussi arriver qu'il y ait des familles, effectivement, qui responsabilisent leurs jeunes et puis qui leur permettent, en tout cas, de prendre des décisions ou en tout cas de le représenter au cours de cérémonies ou quelque chose comme ça. Donc, pourquoi je dis que c'est une situation effectivement qui existe, c'est que de nos jours, on voit dans des cérémonies de mariage, par exemple, où on voit des pères qui délèguent la responsabilité d'aller à la mosquée, par exemple, aux oncles ou en tout cas aux frères qui peuvent aller représenter la famille pour parler comme, en tant que responsable. Et je pense que c'est un cas, par exemple, qui illustre le fait qu'il y a effectivement
des jeunes qui prennent leurs responsabilités. Mais quand on reste juste dans le cadre familial africain, la tendance la plus globale, c'est surtout le fait que c'est les vieilles personnes, les grandes, qui s'occupent de toutes ces questions-là. Et dis-moi, Mohamed, est-ce que c'est pas aussi le fait d'être très jeune, on se dit, tu n'as pas assez d'expérience, tu n'as pas assez vécu, on préfère encore que tu puisses patienter jusqu'à ce que tu atteins un certain âge, et là, on pourra te donner la responsabilité d'être porte-parole de la famille. Oui, effectivement, parce qu'il faut savoir que porte-parole d'une famille, ce n'est pas quelque chose qui est simple. Donc, être porte-parole, c'est porter une famille dans un cadre social, avec différentes cérémonies, à différents événements. Donc, d'habitude, c'est je peux dire entre guillemets, c'est les vieux qui prennent la parole parce qu'ils sont plus expérimentés, ils ont eu un vécu beaucoup plus important que certains jeunes. Et il faut savoir que prendre la parole, ça implique aussi des conséquences et des impacts sur le statut social que peut avoir une famille au sein de la société. Donc, le plus sûr, la majeure partie du temps, en tout cas, on délègue cela aux vieux pour assurer une certaine continuité ainsi qu'une certaine stabilité au sein de la famille par rapport à la réputation qu'elle peut avoir au sein de la société. Mais vous ne pensez pas, je reste avec toi, est-ce que tu ne penses pas que même si de façon formelle, on ne donne pas cette possibilité-là, on ne reconnaît pas justement cette position-là, est-ce que c'est pas aussi, on peut le dire que ce jeune-là, on lui donne plus ou moins la place afin qu'il représente la famille, que ce soit dans une institution, quelque part. Si le jeune parle bien français et que le chef de famille parle Wolof ou encore une autre langue, je vais le dire ainsi, est-ce que vous ne pensez pas que quelque part c'est informel, il représente quand même sa famille quelque part? Oui, bon, ça dépend des cas. Comme vous l'avez dit, dans le cas où on doit parler français, par exemple, et que ce jeune se débrouille extrêmement bien en français, oui, on peut le mettre en avant afin d'assurer la bonne prise de parole. Mais ça dépend aussi du statut social. Si on prend la logique qu'un jeune a bien réussi sa vie, il est jeune, il a une bonne stabilité financière, ajouter à cela une bonne maturité, la famille verra d'un très bon œil de le mettre en avant. Parce que comme je l'ai dit, prendre la parole, être le porte-parole d'une famille, c'est représenter le statut au sein de la société. Donc dans le cas où un jeune a bien réussi sa vie et qu'il a une certaine maturité, lui, on a tendance à lui faciliter le fait de lui déléguer certaines tâches de prise de parole. Mais pour d'autres cas, si ça implique le cas de prendre la parole dans certaines langues comme en français, oui, pourquoi pas. Et Nathan, qu'est-ce que tu penses de cela, être un porte-parole de la famille? Est-ce que ça, c'est deux choses, la maturité, également le côté financier, il faut être assis, ou bien juste la maturité, la sagesse? Je pense qu'il faut cumuler tous ces éléments parce qu'aujourd'hui, prendre la parole pour le compte d'une famille, c'est une lourde responsabilité. Vous imaginez aujourd'hui, vous avez par exemple une cérémonie de mariage où en face, vous avez un porte-parole qui domine excellemment l'assistance à travers ses prises de parole, à travers sa position sociale, à travers le vécu qu'il a, et qu'en face, vous êtes un tout jeune qui ne connaît pas forcément tout de la vie et qui va devoir représenter cette famille, c'est quand même assez difficile. Mais j'ai quand même envie d'élargir un petit peu le constat par rapport à la thématique qui nous réunit, c'est qu'en Afrique, la tendance est de plus en plus en train de s'inverser, de sorte que ceux qui ont droit à la parole sont ceux qui ont une position sociale assez importante. Aujourd'hui, vous n'avez pas d'argent, vous n'avez pas droit à la parole, il faut qu'on le dise. Moi, j'ose le dire tout haut. Vous n'avez pas d'argent suffisamment, vous ne pouvez pas avoir la parole devant la famille. Donc, je pense qu'aujourd'hui, le critère malheureusement sur lequel les familles se basent de manière générale, c'est la position sociale. Mais je pense qu'il faut aller au-delà de cette position sociale, regarder à l'expérience, regarder au vécu, regarder à tout ce que la personne a comme bagage afin de le considérer comme étant un porte-parole. Donc, c'est vraiment ce que je considère. C'est un élément important, hein, ce qu'il est en train de dire. Il y a beaucoup de familles qui voient beaucoup plus le côté financier. Quand tu es assis, on te respecte, on te responsabilise. Est-ce que ça devait être le cas pour dans toutes les familles, ou bien il faudrait plutôt voir le côté sagesse, maturité, Safia? Malheureusement, ce qu'il a dit est totalement vrai. Euh, En Afrique, c'est le statut qui fait la personne. Le statut financier, la richesse, la lourdeur de la poche, en fait, qui fait la personne, qui fait le statut, en fait, de la personne. En vrai, alors que, comme il a dit tantôt, le fait de représenter une famille, c'est pas forcément représenter la richesse de la famille, mais plutôt les valeurs morales, la culture de la famille, en fait. Euh,
Et pour ça, pour moi, il faut plus être axé sur la maturité. Oui, sur la culture de la personne, sur la sagesse de la personne, sur la manière de penser de la personne. Plutôt que de s'axer sur le côté financier, par exemple, une personne peut réussir sa vie, entre guillemets, parce que, par exemple, nous, en Afrique, ce qu'on appelle réussir sa vie, en vrai, ce qui devrait être réussir sa vie, c'est de Enfin, rembourser rente. ouais, la personne a une voiture, Oui, tout à une maison, Oui, là, il rendit et on te dit, voilà, voilà, il est riche, il a réussi sa vie, donc il est là, on lui donne tout le prestige, tous les privilèges, voilà. Surtout s'il est le plus jeune par rapport à ses grands frères ou bien à ses grandes sœurs qui sont là, qui n'ont pas eu à avoir peut-être les mêmes biens que lui. Alors là, c'est grave. Carrément, ils vont mettre le petit devant, c'est lui qui aura le privilège de parler, de représenter la famille, quitte à ce qu'ils disent ou bien à ce qu'ils fassent des choses qui sont contraires à ce que la famille a comme valeur réellement. Mais tant qu'il est riche, tant que voilà, il peut dédommager certaines choses, c'est lui qu'on met en avant, alors que de base, ça devait pas être ça. On devait plutôt privilégier l'expérience, le fait de mettre en valeur la culture et comment dire, quelques valeurs. Ouais, les valeurs oui, familiaux. tout à fait, d'accord. Les valeurs familiales, tu veux dire? Familiales, justement, est-ce que pour un jeune, quand la famille décide que tu sois justement notre porte-parole, est-ce que il y a un temps pour ça? Je veux dire, peut-être 1 année, 2 ans, c'est comme si c'était des élections. On va te tester pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, ça doit se passer comment? Bon, après, il faut aussi comprendre que la cellule familiale, actuellement en tout cas, elle est beaucoup plus complexe, puisqu'on ne vit plus, par exemple, comme vivaient nos grands-parents, avec une très grande concession, toutes les familles réunies, etc. Je pense que maintenant, il y a cet éclatement un peu, entre guillemets, de la cellule familiale qui fait que c'est très difficile, par exemple, de dire qu'il faut préparer peut-être Les jeunes. le jeune qui va prendre la parole pendant un certain temps pour lui permettre de s'exprimer. Mais je pense que ce qu'il faut considérer, c'est que on doit préparer, que ce soit les jeunes hommes comme les jeunes femmes, on doit les préparer à une responsabilité dans la vie. Et je pense que ça commence par être en mesure de prendre des décisions et de pouvoir les exprimer comme il le faut. Parce que tant qu'on n'est pas en mesure d'exprimer sa pensée comme ça doit se faire, il est très difficile, par exemple, de convaincre les gens que ce qu'on veut faire est ce qu'il y a de mieux. Et donc, à ce niveau, je pense qu'il faut de la préparation, mais non pas lorsque, en tout cas, la personne concernée est en situation de devoir porter parole, mais c'est une préparation qui doit se faire depuis l'enfance. On doit montrer aux gens qu'il arrivera un moment de la vie où vous devrez prendre la parole pour dire que voici la position de la famille, ou en tout cas pour dire voici ce qu'il faut faire au nom de la famille, etc. Et donc, c'est une préparation qu'il faut faire. Maintenant, ces tares-là, par exemple, que les camarades ont souligné tout à l'heure concernant le fait qu'on accorde beaucoup plus d'importance au statut, au statut en tout cas de la personne au sein de la société, qu'il soit, que la personne soit riche ou pauvre, ou qu'elle ait en tout cas un bon statut social. Je pense que toutes ces choses-là, tous ces éléments-là ne devraient pas être considérés quand on parle de la responsabilité de prendre la parole au nom de la famille. On devrait plus s'appesantir sur la situation du moment. Par exemple, s'il y a un décès, il n'est pas forcément dit qu'on doit donner la parole au plus petit pour qu'il parle au nom de la famille. S'il y a, par exemple, un mariage, etc., je pense qu'il y a différents événements qui se passent au sein de la famille qui parfois doivent, en tout cas, nécessiter qu'on varie, par exemple, les personnes qui peuvent être beaucoup plus aptes à porter la parole. Je donne un exemple concret. On a un enfant dans la famille qui réussit au concours général. On demande une représentation pour la famille. Quelqu'un doit prendre la parole. Il n'est pas dit que la vieille personne forcément doit venir prendre la parole. Si par exemple on a quelqu'un qui est étudiant, ce serait beaucoup plus en tout cas indiqué qu'il parle au nom de la famille, ce qui permettrait peut-être de comprendre un peu les âges. Donc je pense que oui, ça nécessite une préparation, mais qui doit se faire depuis l'enfance. Une préparation, mais également ce que tu soulignes, et moi je te rejoins, dans les villages, par exemple, on ne voyait pas la richesse d'un chef de famille ou bien celui qui est notre porte-parole, mais c'est beaucoup plus la sagesse et sa maturité. Je pense que même pour les jeunes, on devait voir ce côté-là. Mettons, à quel moment il faut parler du fardeau, Mohamed?
Si tu es votre porte-parole de votre famille, justement, à quel moment ça doit être un fardeau? Est-ce que c'est du côté émotionnel ou pas? Oui, du côté émotionnel, beaucoup, parce que, comme je l'ai dit, c'est une grande responsabilité d'être le porte-parole de la famille, parce que à tout moment, tu peux être convié à des événements où tu n'es pas forcément préparé, où tu n'as pas le bon discours qu'il faut. Et là, ça commence à avoir une pression, je pense, au niveau de ta conscience. Ça commence à peser surtout par rapport aux événements et par rapport aussi aux attentes que la famille porte sur toi. En tant que jeune qui n'a pas forcément d'expérience, ça peut être stressant et ça peut être pesant à ce niveau-là. C'est pour cela que je revenais sur mon argumentaire pour dire que certaines familles, pour ne pas prendre ce risque-là, éviter que ce jeune soit perdu au milieu de toutes ses responsabilités, qu'un vieux qui soit expérimenté prenne la parole parce que lui, il en a l'habitude par le vécu. Mais pour un jeune fraîchement, voilà, Mais il faudrait bien commencer quelque part, oui, c'est vrai, hein? c'est vrai. Moi, je dirais que ça commencerait peut-être petit à petit par des petits événements, des petits regroupements où le jeune pourrait se mettre à l'aise petit à petit et là, gravit les échelons. Mais pour une famille qui ne fait pas forcément cette procédure-là, il y a un mariage, il y a un décès, directement, il t'envoie dans le bain. Là, ça commence à devenir un fardeau. Pour un jeune qui peut-être avait sa routine à lui, sa vie peut-être tranquille à lui, qui se retrouve soudainement en proie à de grandes responsabilités familiales, ça pèse énormément sur la Mais conscience. Vincent, un porte-parole, on est d'accord, c'est pas le chef de famille. Oui. C'est quelqu'un qu'on donne la responsabilité de donner une information, de mobiliser quand il y a un conflit, par exemple. Et à ce niveau-là, est-ce que vous ne pensez pas il y a un travail qui se fait en amont? Le porte-parole ne se met pas devant la famille pour dire, bon, on a décidé telle chose, je crois qu'en amont, il doit recevoir des instructions de ses responsables ou encore des membres de sa famille. Exactement, c'est pourquoi je vais faire un flashback à ce que je disais d'entrée de jeu. Nos familles sont suffisamment hiérarchisées, du moins jusqu'à un certain moment, elles l'étaient. Parce que faut pas quand même ignorer qu'aujourd'hui, la tendance à une occidentalisation de la famille, où il y a une forme de repli sur soi de la part de chacun. Ça fait qu'aujourd'hui, tout le monde devient capable de prendre la parole, tout le monde se fait ambassadeur de la famille, alors que jusqu'à une certaine époque, ce n'était pas le cas. Il fallait vraiment une certaine ossature en termes de sagesse, en termes d'expérience pour le faire. Et bien évidemment, oui, il faut une forme de concertation. C'est primordial. Ce qui fait même la force de la famille, c'est la capacité à se regrouper afin de préparer les événements. Par exemple, qu'il est question d'un mariage, lorsqu'il est question, supposons, d'un décès, c'est là qu'on attend de la famille la possibilité de se réunir. Et même moi, je vois un peu cela un petit peu partout en Afrique. Généralement, certains décès ou bien certains événements qui peuvent survenir dans la famille sont parfois une occasion même de fédérer la famille autour d'une même cause. Mais c'est durant ces événements qu'on peut véritablement parler de préparation, qu'on peut parler de ce qui doit être de la représentation de valeurs de la famille. Et c'est même généralement autour de ces événements qu'on va parfois préparer celui qui est considéré comme étant le futur porte-parole afin qu'il puisse aller bien évidemment vendre les valeurs de la famille, mettre en avant les valeurs de la famille. Et je finis certainement par là en disant que généralement on n'attend pas du porte-parole qui puisse seulement dire les valeurs de la famille, mais qui puisse montrer le bon côté de la famille, parce qu'il faut le reconnaître, nos familles ne sont pas parfaites. Il y a forcément des côtés qu'on peut regarder comme étant des points faibles. Il y a des côtés qu'on peut considérer comme étant des éléments qui peuvent parfois être une forme d'exposition de la famille. Mais si on a un porte-parole qui a une certaine pertinence, qui a suffisamment été préparé, qui a été nourri autour de ce noyau fédérateur de la famille, on aura forcément un excellent rendu de ce qui est bon du côté de la famille, sans forcément avoir vulgarisé ce qui est des Mais faiblesses. quand le porte-parole n'est pas vraiment d'accord avec certaines valeurs de la famille, est-ce qu'il peut se permettre de dire le contraire devant ses frères, ses sœurs, selon toi, Safia? Oui, C'était un peu compliqué, hein, quand même. oui, ça serait compliqué. J'en parlais tout à l'heure, en fait. Euh, Déjà, comme l'a dit Abdoulaye? Abdoulaye, ça demande en fait une petite préparation. Pour moi, c'est depuis le bas âge, comme il l'a dit, mais dans le cadre où commencer à préparer tout en chacun, en fait, à demander, par exemple, l'avis de tel jeune ou de tel jeune, quand il s'agit de prendre des décisions. Tu demandes l'avis de telle personne ou de telle personne, comment conçois-tu ceci, comment conçois-tu cela?
pour que cette personne soit d'ores et déjà responsabilisée, qu'il se dise dans sa tête, d'accord, là, on me demande mon avis et que mon avis compte, ça veut dire que prochainement, je serai amenée à porter les valeurs de cette famille. Mais parfois, en grandissant, on change. Mais justement, c'est ce qui me vient à l'esprit, c'est que vous grandissez dans une famille, vous partagez la même religion. Maintenant, en grandissant, vous changez de foi et vous êtes porte-parole, justement, arrivé quelque part, vous ne partagez plus les mêmes valeurs. Est-ce il faut démissionner ou bien continuer dans ce sens? Bon, faut dire qu'à un moment donné, ça devient compliqué là. Quand tu es là devant une assemblée, tu es censé défendre les valeurs de ta famille, alors que toi-même, tu ne partages pas ces mêmes valeurs, ça devient une lourde responsabilité pour toi. Soit tu vas devoir te voiler la face, mettre tes valeurs de côté et impulser ta famille, mettre en valeur, voilà. C'est un choix en vérité. Soit tu fais cela, soit tu démissionnes totalement et tu continues avec tes valeurs, ta foi, ta manière de voir et de penser en fait. Là, ça dépend des gens. Abla, je vais terminer avec toi. Je pense que ça peut dépasser même le cadre de religion, même au sein de personnes qui partagent une même religion. Par exemple, si je prends l'exemple de confrérie, une personne peut grandir dans une famille qui appartient à telle confrérie, qui change de confrérie entre-temps. Ça peut se poser, par exemple, que cette personne-là soit, en tout cas, soit le porte-parole. Et donc, en ce moment, c'est une situation assez délicate. Mais je pense, si par exemple on est d'accord sur les termes que c'est lui qui est le porte-parole, je pense qu'on peut s'arranger pour trouver en tout cas le message idéal. Là où je voulais peut-être finir, c'est vraiment par rapport au fait que si par exemple les jeunes ne sont pas responsabilisés dans les familles pour être des porte-parole ou quelque chose comme ça aura un impact sur leur implication au niveau même de la société. Par exemple, si on dit que les jeunes ne sont pas bien impliqués dans les affaires de la cité, c'est parce que peut-être au niveau de la cellule de base qui est la famille, ils n'ont pas été encouragés. Très bien. Donc, ça veut dire qu'il faut encourager les jeunes, même s'ils sont jeunes, il faudrait les encourager parce qu'on a besoin d'eux. Plus tard, c'est eux justement qui seront des chefs de famille. On a terminé cette première partie. On se retrouve juste tout à l'heure. Deuxième et dernière partie de cette émission. Je suis toujours avec mes invités. Par contre, nous allons parler des proverbes africains. Quelles leçons tirer de ces proverbes, quelles leçons de morale tirer de ces proverbes africains? Je vais commencer avec toi, Abdoulaye. Est-ce qu'il y a un proverbe africain qui te vient à l'esprit tout de suite? Il y a beaucoup de proverbes qui me viennent à l'esprit. Bon, On commence par le premier. Le premier, disons, balanga digle tchangay na fek nga set ba noppi. C'est en Wolof. Et la traduction, s'il te plaît? Voilà. Donc en français, peut-être on peut traduire, même si maladroitement, avant de recommander aux autres de se laver, assure-toi d'abord d'être propre. Donc je pense que c'est une invitation pour dire qu'avant de donner des leçons de morale, avant de tympaniser les gens avec faites ceci, ne faites pas cela, ce serait bien d'abord que l'on s'assure que soi-même, on est en phase avec les recommandations que nous sommes en train de prodiguer aux autres. Donc je pense que c'est une invitation peut-être à d'abord se mettre au bain avant d'indiquer aux autres de faire pareil. D'accord. Moi, je pense que j'ai la même compréhension, hein. Comme tu l'as expliqué en français, il faut être aussi un modèle. On ne peut pas donner des leçons de morale aux gens et on n'est pas un exemple, Nathan. Exact, parce que bien évidemment, on dit charité bien ordonnée commence par soi-même. On est d'accord pour cela. Comme pour dire qu'aujourd'hui, notre comportement parle plus que nos paroles. Si on sait être un exemple, avant même qu'on ait ouvert la bouche pour inviter quelqu'un à bien se comporter, la personne aura plus de facilité à nous imiter plutôt qu'à écouter ce qu'on dit. C'est très important. Donc, c'est vraiment à travers ce proverbe qui est assez profond, une invitation à réellement être un modèle et à ne pas juste dire, bien parler, c'est bien, mais bien agir, c'est certainement mieux. L'objectif, c'est ça, hein. Tu as bien expliqué, mais on t'écoute. Parle-nous, donne-nous un autre proverbe que tu connais. Alors, africain. si je peux vous proposer un proverbe africain, j'aimerais bien faire un petit clin d'œil à ma langue maternelle, qui est le Baoumou, une ethnie du Gabon située dans le Haut-Ogooué. Donc, ce proverbe dit mais quand vous dites mais ça veut un soulou, c'est coco. S'il faut le traduire littéralement, ça veut dire les fourmis
pour traverser les rivières ont besoin d'un bois. Ça veut dire qu'aujourd'hui, pour arriver à ces fins, pour atteindre certains objectifs, il est parfois important de pouvoir s'appuyer sur ce qui peut être regardé comme des assurances. Parce que vous imaginez, les fourmis, c'est pas, enfin, ce qu'on appelle les mécavières, c'est les fourmis en fait d'une race assez particulière, avec une tête un peu rougeâtre. C'est un type de fourmi, lorsqu'elle vous pique, ça fait très mal. Mais c'est des fourmis qui parfois ont du mal à supporter l'eau. Donc, lorsqu'elles ont besoin de traverser une rivière, il faut nécessairement qu'elles puissent passer par un bois, sinon elles vont se noyer. Donc, si vous voulez atteindre certains objectifs de la vie, il faut savoir passer par un point de relais plutôt que de foncer sans regarder, sinon vous risquez de vous noyer dans les Est-ce situations. que ça veut dire aussi qu'on peut compter sur d'autres personnes? On ne peut pas se limiter seulement à nous? Bien évidemment. Donc, c'est cette représentation, cette analogie qui est proposée dans ce proverbe. Le bois peut être regardé comme tout ce qui peut être considéré comme un point d'appui. Un point d'appui, ça peut être Mohamed pour moi. Un point d'appui, ça peut être Ablaye, ça peut être Safia, ça peut être tout le monde. Donc, ça peut être également les événements, ça peut être les opportunités qui se présentent à nous. Donc, il est important de pouvoir atteindre ces objectifs. Lorsqu'on sait qu'on est incapable d'y arriver, de s'appuyer sur ce qui peut être regardé comme un soutien. Et si tu ne sais pas où tu vas, au moins, il faut savoir d'où tu viens. Justement, Mohamed, qu'est-ce que tu comprends par ce proverbe? Personnellement, je vais quand même donner mon explication. C'est que parfois, on peut ignorer son avenir. L'avenir est incertain, mais savoir d'où l'on vient, c'est se référer de ses valeurs, de son éducation, de ce qu'on a vécu avec ses parents ou bien de ce qu'on peut observer dans notre entourage. Et ça peut nous inspirer pour s'assurer que demain, au moins, je peux poser des bases, je peux lancer un projet, je peux grandir et aussi bâtir quelque chose de concret. Oui, si on parle sur les thèmes de valeurs, à un moment donné, une personne peut se sentir perdue, il ne sait plus où il va. Donc, il peut se référer à ses valeurs, à ce qu'il a appris quand il était peut-être enfant ou plus jeune. Et ça peut lui permettre de construire une nouvelle base ou un point d'appui afin de construire un nouveau chemin vers son avenir. Ça peut aussi dire aussi qu'une personne peut-être peut aller quelque part, elle se sent désorientée, elle se sent perdue, elle ne se retrouve plus en tout cas dans cette vie. Donc, pour sa santé mentale et son bien-être, il est important de revenir là où tout a commencé, c'est-à-dire le point initial. D'accord. Voilà, c'est moi personnellement, c'est comme ça que je comprends ce proverbe qui est d'ailleurs assez intéressant, qui permet à une personne de se souvenir de ses valeurs et peut-être de son lieu natal. Ça permet toujours d'avoir un point d'ancrage, de ne jamais se perdre avec ses Pour ne valeurs. pas oublier sa Voilà. famille aussi. Exactement, ses familles, son territoire de naissance. Donc voilà, c'est un proverbe qui est très... Je reste avec toi. Donne-nous un proverbe que tu connais. Il y a un proverbe wolof qui me vient en tête qui Oui. dit waxu mag du fanaan àll. En français? Voilà, en français, ça veut dire que la parole d'un vieux ou d'un sage ne passera jamais la nuit dans la nature. Ça veut dire que des fois, les jeunes, bon, certains jeunes ou bon, une certaine personne peut prendre des décisions ou peut avoir un comportement qui est tout de suite avisé par un vieux qui te dit non, ne fais pas cela, si tu fais cela, tu auras ceci comme conséquence. Et c'est quelque chose à prendre en compte vu que ce vieux peut-être a déjà vécu ce genre de situation, la même situation que cette personne-là, ou le voit venir. Parce que les vieux ont une expérience de la vie que certaines personnes n'ont pas. Donc c'est comme ça que je comprends je comprends ce proverbe, que de prendre en compte la parole d'un vieux afin d'éviter ou de tomber dans des conséquences qui sont peut-être néfastes pour, pour, pour la personne concernée en tout cas. Mohamed tout à l'heure, Nathan et Ablaye. Alors toi, partage-nous également le proverbe que tu connais, un proverbe africain. Maanaam ku la jiitu si néeg bu lëndëm moo la mën wax fooy teg sa tànk. En français, c'est la personne qui a été la première dans une chambre noire qui peut te dire là où tu peux mettre les pieds. Donc, moi, j'interprète ça sur l'angle du mentorat. Quand tu es un jeune et que tu veux arriver à un niveau, il y a forcément des zones sombres en fait. Et il n'y a que la personne qui a été là avant toi, qui a eu à passer par ces difficultés, qui peut t'orienter, te guider, te montrer le chemin. Alors, si vous permettez, par le passage, je vais saluer mon mentor Demba Kamara, tu dois sûrement le connaître. Et voilà, les momos, tout ça. Par exemple, eux, ils sont là pour guider. Ils sont là pour guider.
ce sont ce qu'on appelle les coachs. Voilà. Aujourd'hui, on appelle ça coach, mentor. Il y a déjà ça dans les familles. Il y a aussi dans le monde professionnel, quoi, en fait. À leur exemple, ils sont là. Par exemple, tu es là, tu es un jeune qui veut, par exemple, exceller dans le développement personnel ou bien exceller dans le marketing digital. Il y a forcément, au tournant, quelque chose qui t'attend. Le chemin ne peut pas être facile, en fait. Il y aura forcément soit un dos d'âne ou bien une crevasse. Et c'est à cette personne qui a été là avant toi qui va te montrer comment éviter cette crevasse, comment faire pour passer cette dos d'âne sans pour autant en pâtir. Ce qui est intéressant dans ce proverbe, c'est que c'est dans tous les domaines. Ce n'est pas seulement dans le coaching, c'est bien ce que tu es en train de dire. Le coaching, la famille, dans le monde professionnel, il y a des personnes qui ont vécu avant nous et pour ne pas peut-être faire les mêmes erreurs ou pour apprendre davantage de ces personnes, on peut aller vers ces personnes pour apprendre. Qu'est-ce que tu en penses justement, Nathan, par rapport à ce proverbe-là? Effectivement, c'est une vraie sagesse. D'ailleurs, moi, je suis de ceux qui pensent que les proverbes africains sont un vrai tremplin de sagesse. Il est toujours important de pouvoir tirer des enseignements de ceux qui peuvent être regardés comme étant des aînés. Encore que l'aîné n'est pas forcément celui qui a plus d'années que toi. Dans certains secteurs de la vie, l'aîné peut être considéré comme celui qui a vécu certains événements avant toi, parce il est né dans ce domaine. Ça, c'est très important. Moi, par exemple, qui suis dans le domaine du droit, il y a pas mal de personnes qui, parfois plus jeunes que moi, ou même de ma trempe d'âge, ont accompli certaines prouesses, mais moi, je m'en inspire. Je peux aisément demander à ces personnes, pour arriver à tel résultat, quel est le processus qu'il faut suivre. Il est vrai que dans les sciences sociales, les mêmes causes ne produisent pas les mêmes effets, mais ce n'est pas une vérité absolue, cette affirmation. Il peut arriver en suivant le même cheminement qu'un mentor, un aîné, qu'on puisse aboutir bien évidemment au même résultat. Donc, c'est vraiment une sagesse qui est très profonde et qui nous invite à pouvoir faire preuve d'humilité et de s'inspirer de ceux qui sont passés avant. Et moi, je connais aussi un proverbe en lingala, c'est au Congo, qui dit Kozanga koyeba ezali wa ndambo. Pour faire simple, l'ignorance est un danger. Quand tu ne comprends pas certaines choses, ou bien quand tu ignores, tu es quelqu'un, tu risques de t'égarer, tu connaîtras pas beaucoup de choses, on va marcher sur toi, c'est bien de sortir de cette ignorance. Et j'étais en train de faire quelques recherches, je suis tombée sur ça, un proverbe africain qui dit « Si tu sais que tu ne sais pas, tu sauras. Si tu ne sais pas que tu ne sais pas, tu ne sauras jamais. Et quand tu sais, partage. » Ça veut dire tout simplement quelqu'un qui ne sait pas, qui ne sait pas qui sait qu'il ne sait pas, c'est qu'il est conscient de son ignorance et est déjà dans le processus d'apprentissage. Il va apprendre. Mais pour quelqu'un qui ne sait pas qu'il ne sait pas, c'est une personne qui n'apprendra jamais. Cette personne va demeurer dans l'ignorance. Et puis la dernière phrase, la personne, celle-là qui sait, tu dois partager ce que tu sais, c'est que la connaissance, on doit la transmettre. Sinon, elle n'aura plus de valeur. Il faudrait justement retransmettre cette connaissance. Que penses-tu de ce que je viens de dire, Mohamed? Bon, je pense que déjà, le proverbe est technique, si je peux dire ça comme ça, mais il révèle aussi, comme tous les autres proverbes, beaucoup de vérité. Déjà, avoir conscience de son ignorance, c'est une étape importante. C'est pas tout le monde qui a cette capacité-là, se poser, se dire que voilà, je suis ignorant, mais ayant conscience de cette ignorance-là, je vais commencer à chercher le savoir, à chercher la connaissance. Maintenant, une personne qui ne sait pas qu'il est ignorant, ça, par contre, c'est dangereux. Ça, tu t'enfermes dans une prison que tu as créée toi-même, tu te coupes de la réalité et ça peut te nuire à toi. Maintenant, quelqu'un qui a acquis la connaissance ou qui connaît certains savoirs, il se doit de les partager parce que c'est important pour peut-être, comment dirais-je, épauler certaines personnes qui, eux, se sont retrouvés dans une situation où tu étais précédemment. Donc, je crois que ce proverbe est extrêmement important parce qu'il se divise en 3 parties importantes. La conscience de l'ignorance, une autre prison qu'une personne se construit quand elle n'a pas conscience de son ignorance et celle qui a cette capacité à transmettre le savoir qu'elle a elle-même acquis. Donc, c'est quelque chose de très Et intéressant. un vieillard qui meurt, c'est une bibliothèque qui brûle. Qu'est-ce que tu en penses,
Oui, Ablaye. je pense qu'on tient ça de Amadou Hampâté-Bâ. Oui, effectivement. Vieillard qui meurt est une bibliothèque qui flambe. Après, bon, ça contient énormément de vérité et énormément de sagesse aussi. Je pense que les proverbes africains, souvent, ce n'est pas seulement que des leçons de morale, c'est parfois aussi de la philosophie, en tout cas de la sociologie, beaucoup de choses qui se... Ce sont de guide aussi, le guide de vie. C'est ça, des guides de vie. Quand il dit qu'en Afrique, un vieillard qui meurt, c'est une bibliothèque qui brûle, je pense que ça nous invite surtout à penser au respect que l'on doit aux vieillards. Mais en ce sens, je pense qu'il est important de souligner ce que Amadou Hampâté-Bâ lui-même disait au cours d'une interview. Il disait que on peut être vieillard, on peut être jeune à, par exemple, 12 ans, on peut être vieillard également. On peut être vieillard à 12 ans, on peut être jeune à 70 ans. 10 ans. Et ça montre que, bon, je peux me tromper sur les années, mais c'est comme ça qu'il l'avait dit. Il voulait juste souligner le fait que quand on parle de vieillard ou de jeune, ce n'est pas forcément avec l'âge, c'est plutôt avec la maturité, avec la connaissance. Il disait qu'en Afrique, on parle de vieillard. Quand on parle de vieillard, il s'agit de la personne qui sait. C'est au niveau du degré. Ce n'est pas l'âge, Voilà, c'est plutôt la connaissance. connaissance qui détermine qu'on parle de vieillard. Et donc, quand une personne qui sait s'en va, il est clair qu'il s'en va également avec énormément de bagages que peut-être il n'a pas eu la chance de partager. Et c'est en cela que c'est important de dire effectivement que quand un vieillard meurt, c'est une bibliothèque qui brûle, d'autant plus qu'on parle de bibliothèque surtout en faisant référence au fait qu'ici, on sait que l'oralité, en tout cas les proverbes se transmettaient surtout à travers l'oralité. Et donc, il y avait ce poids-là de la communication orale pour partager. Ça montre qu'effectivement, quand une personne qui englobe beaucoup de connaissances s'en va, sans pour autant avoir partagé ça, que ce soit à travers l'oral ou l'écrit, c'est une grande connaissance qu'on a perdue. Ouais, je te rejoins, hein, que ce soit une personne âgée, un jeune qui détient de la connaissance et que cette personne meurt sans vouloir, si on n'arrive pas à écrire, on risque d'oublier tout ce que la personne pouvait nous inculquer et quelque part on perd justement. Et Safia, qu'est-ce que tu penses de ce proverbe-là? On dit souvent, on reste sur le cas des vieillards, qui ont une immense richesse de savoir. Ce sont des guides de vie également et ils nous inculquent le savoir-faire, le respect et même parfois même la prudence quand on est entre nous, dans la famille. Il y a une façon de parler à son aîné, il y a une façon de parler à son frère, à sa petite sœur. Et ces personnes-là sont très respectées dans la famille. Comment toi tu comprends ce proverbe africain? Moi, en fait, ce proverbe me fait directement penser à quelques mots que disait Job Jobs. Il a l'habitude de dire, c'est en Wolof, xam xam xamle, dole bale, alal dimbale, Dieu fayeku. En français, c'est veut dire, quand tu as un savoir, tu es dans l'obligation de le partager. Quand tu as la force, tu es dans l'obligation de pardonner. Et tout ce que tu auras à faire dans cette vie, tout ce que tu sèmeras, tu le récolteras. Ça me fait directement penser à ça. Comme vous l'avez dit, comme tu l'as dit, vu que vous évitez le vouvoiement, tantôt, on dit aussi en Wolof, mak matna bayem timreo. Il est nécessaire de laisser un vieillard dans un pays. Parce que comme tu l'as dit tantôt, ils sont comme des socles. Je disais ce matin à mes camarades, j'imagine pas si ma grand-mère devait quitter ce monde. Parce que déjà, on dirait qu'ils sont les piliers en fait de la famille. Par exemple, il y a beaucoup de familles, ce sont les vieillards qui détiennent comment dirais-je, le pouvoir de maintenir cette famille en cohésion. Il y a beaucoup de familles, par exemple ici au Sénégal, bon, corrigez-moi si je me trompe, dès que le vieillard, voilà, dort en paix, si je peux le dire ainsi, afin de enjoliver les termes, il y a dès lors une dispersion de la famille. Parce que c'est le vieillard qui maintient la cohésion de la famille, qui apprend à respecter les hiérarchies qu'il doit y avoir, comment se comporter, comment parler, comment faire pour être respecté par les autres et se respecter soi-même. Tout ça, c'est le travail d'un vieillard dans la famille. C'est des personnes qu'on considère sages dans la famille, dans la culture sénégalaise. Je pense que c'est dans presque tous les pays africains. Les personnes qui ont atteint un certain âge, qui ont vécu certaines choses,
sont sages et on les écoute. En écoutant ces personnes-là, on apprend énormément. Et justement, un proverbe aussi africain qui dit, si quelqu'un ne t'écoute pas, mais tais-toi. Peut-être qu'en l'écoutant, tu vas mieux comprendre ce que la personne voudrait te dire. Nathan. Exactement, parce que c'est vrai, en Afrique, on met beaucoup l'accent sur la transmission du savoir, sur l'oralité, mais on ne pointe pas suffisamment le doigt sur l'importance de l'écoute lorsqu'il y a une transmission qui est faite. Et vous savez, l'une des communications les plus pertinentes, vous allez peut-être me répondre, vous les journalistes, c'est la capacité à écouter. Celui qui sait écouter saura comprendre. Et celui qui a bien compris saura répondre. Ça, c'est très important. On apprend beaucoup à écouter, on apprend beaucoup à véritablement puiser de ce qui se dit autour. Encore que pour moi qui ai fait un peu de sciences politiques, c'est un stratagème très important, l'écoute. Ça vous permet non seulement de déceler ce qu'il y a comme qualité chez la personne, mais ça vous rend également capable de déceler ce qui peut être regardé comme des défauts. Parce que même toutes les sagesses, la sagesse n'est pas forcément synonyme de perfection. Par exemple, lorsque tout à l'heure on disait que celui qui ne sait pas d'où il vient, où il va doit au moins savoir d'où il vient. Moi, je peux par exemple procéder à une inversion de cette assertion en disant que si on prend le cas dans la vie courante, il y a des personnes qui ne connaissent pas forcément leurs origines. Vous imaginez quelqu'un qui naît, il ne sait pas qui est son père, qui est sa mère, qui a grandi, supposons, dans une famille adoptive, mais il n'a pas forcément une idée de ses origines réelles. Mais l'objectif peut devenir maintenant l'élément qui va être carburateur pour ce que la personne recherche. Donc, on peut dire que dans certaines sagesses qui sont partagées, oui, c'est profond, oui, c'est des vérités qui sont là, mais c'est des vérités aussi qui peuvent nous servir comme élément d'analyse pour voir un petit peu comment on peut faire pour mieux vivre, pour mieux appréhender la vie. Parce que certaines sagesses, oui, elles sont là, mais elles ne sont pas forcément bonnes à... Après, bon, je peux te comprendre aussi, on n'a pas la même compréhension des proverbes africains. On retient qu'il y a beaucoup de leçons de morale et ce qui nous permet d'ailleurs de se perfectionner dans notre vie sociale ou autre. Mohamed, j'ai envie de te poser la question. Aujourd'hui, quand quand tu parles avec une personne et que la personne ne t'écoute pas, tais-toi. Est-ce que ça voudrait dire qu'on ne va pas parler jusqu'à la fin, jusqu'à ce que la personne termine? Oui, ça dépend des contextes parce que comme l'a dit mon compatriote Nathan, l'écoute, c'est quelque chose d'important. Et quand cette qualité n'est pas perçue, n'est pas respectée, oui, le mieux, c'est malheureusement de se taire. Parce que l'écoute, c'est aussi une forme de circulation de l'information, en fait. Et c'est un pilier. Parce que si cette circulation n'est pas bien établie, ben, ça gâche complètement la transmission de savoir, ça gâche complètement le flux de savoir que cette personne pouvait normalement prendre en compte, engendrer, et c'est dommage. Dans certains contextes, il vaut mieux se taire, effectivement. Très bien. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Merci beaucoup. Je vais terminer par un proverbe africain, mais c'est dans la langue maternelle, ma langue maternelle, Larry, qui veut dire tala mamba, tala foufou. En français, ça veut tout simplement dire quand tu veux lancer un projet, il faut que tu saches que ça doit être un projet smart. Si c'est un projet qui coûte 200 000 francs et que tu as que 100 000 francs, revois un peu tes stratégies pour aboutir, pour relever tes défis. Merci à vous. Merci Abdoulaye. Merci beaucoup. Merci également aux camarades pour le débat enrichissant. Merci beaucoup Safia. Merci encore, c'est toujours un plaisir d'être parmi vous. Le plaisir est partagé. Nathan, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous, j'ai beaucoup appris. Ah oui. Et Abdoulaye Mohamed, merci également à toi. Merci à vous, Sylvie. Je remercie mes compatriotes pour leur intervention qui était très enrichissante. Merci évidemment à vous qui nous avez suivis de partout. Merci beaucoup. On se retrouve très bientôt sur la panafricaine et surtout ne change pas de fréquence.